Voilà, donc Thierry Mariani est en train de s'installer. Adèle Rosner l'accompagne tranquillement, un pain au chocolat à la main. Chers auditeurs, on vous dévoile tout. Merci Adèle. Bonjour Thierry Mariani, Bonjour. merci d'être avec nous. Alexandre de Galzin mène cet entretien avec moi et donc nous sommes ravis de vous retrouver sur ce long format, puisque d'habitude on profite de vous quelques dizaines de minutes pour votre chronique. Et donc, c'est l'occasion, pour une fois, de développer un petit peu plus. Alors, votre chronique que vous maintenez, vous nous parlerez du nucléaire, si je ne m'abuse. Ce sera à 7h50, chers auditeurs. Mais voilà, on va commencer avec le reste. Peut-être commencer, Thierry Mariani, puisque Adèle Rosner nous parlait de cet élan européen qu'elle a ressenti pendant les manifestations qui ont eu lieu ce week-end. Vous confondez vos journalistes, Lise. Il s'agissait de Maëlys Clausel et non pas d'Adèle Rosner. Ah non, mais c'est parce qu'Adèle Rosner en face de moi. Donc Maëlys Clausel nous disait qu'il y avait cet élan européen à Londres, où on voyait donc notamment ces dirigeants, mais aussi tous ces manifestants qui sont venus réclamer de la liberté d'expression et donc témoigner d'un changement de fond des mentalités européennes. Elle soulignait que ça s'accompagnait de changements politiques avec de plus en plus de dirigeants patriotes qui parviennent à s'imposer dans la sphère européenne. Vous constatez qu'aujourd'hui, l'état de droit est aussi devenu l'outil par excellence pour pouvoir justement essayer de contraindre cette tendance naturelle des peuples. Écoutez, c'était ça pour moi l'arme nucléaire. C'est-à-dire que l'arme nucléaire de l'Union européenne, c'est pas l'atome, c'est l'état de droit. C'est la formule qu'on cite et qu'on recite. Alors, j'avais prévu un certain nombre de références, mais malheureusement, comme il n'y a pas de connexion, je me suis fait coincer. Ça m'apprendra à prendre une photo avant de rentrer dans le studio. C'est la formule qu'on cite et qu'on recite pour, en réalité, sanctionner tous ceux qui ne sont pas dans la ligne. Voilà. Regardez ce qui s'est passé avec la Hongrie. Regardez ce qui s'est passé avec la Slovaquie. Regardez ce qui s'est passé avec la Pologne, où à chaque fois, on a retenu des sommes extraordinaires en disant vous ne respectez pas l'état de droit, donc on vous bloque les subventions. Le meilleur exemple, c'est la Pologne. C'est-à-dire quand le PiS est au pouvoir, l'état de droit est menacé, et donc l'Union européenne bloque toutes les subventions. Et puis, comme par hasard, la majorité change, il n'y a pas grand-chose de changé, si ce n'est que désormais le Premier ministre polonais, c'est M. Tusk, qui est, quelqu'un de l'écosystème européen, puisqu'il a été à un moment, vous le savez, l'un des plus hauts responsables. Il était président du Conseil, si ma mémoire est bonne. Et donc, eh bien, là, d'un coup, tout est libéré. En ce moment, pour la Pologne, c'est plus de 180 milliards, vous avez bien entendu, 180 milliards qui étaient bloqués pour pourrir la vie du gouvernement polonais précédent et qui d'un coup sont libérés, avec d'ailleurs des scandales. La revue Politico, qui est une revue qui fait un peu autorité à Bruxelles, révélait la semaine dernière que du coup, comme on ne sait plus quoi faire avec ces milliards qui arrivent sur la Pologne, je vous assure que vous pouvez vérifier mes propos, ça sert à financer des saunas pour le plan de relance européen post-Covid. Des saunas, jusque-là ça va, des yachts, c'est plus original, des clubs échangistes. Un club échangiste. Il faut peut-être tout ça pour se remettre du Covid. Oui, non, mais il faut, voilà. C'est original, voilà, c'est original. Si la Hongrie s'amusait à faire ça ou la France s'amusait à faire ça. Il y a quelques mois, c'est justement la droite nationale qui l'emportait justement du PiS, qui l'emportait aux élections en Pologne. Présidentielle, exactement, oui. Mais donc, effectivement, je veux dire, il y a une victoire de la droite nationale en Pologne, ce qui n'a visiblement pas non plus empêché ces 180 milliards d'arriver, visiblement. Non, parce qu'en Pologne, en réalité, le président a un certain nombre de pouvoirs, mais il peut ralentir, par exemple, certaines mesures, mais le pouvoir réel, excusez-moi, c'est quand même le Premier ministre. Voilà, c'est comme dans une série de pays. Il y a un président aussi, vous le savez, en Italie, en Allemagne, mais le pouvoir réel, c'est le Premier ministre. Donc en réalité, le Premier ministre étant pro-OTAN, pro-européen et étant un des leurs, il est évident qu'aujourd'hui, c'est open bar pour la Pologne. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'on sait qu'il y a 2 ans, il y avait quand même une offensive justement du parti de Donald Tusk contre les médias publics, en fait, où ils avaient fait des licenciements à tour de bras pour imposer en fait des personnes de leur parti à la tête de ces mêmes médias publics, ce qui devrait théoriquement être une attaque contre la démocratie. Vous avez entièrement raison, mais là, l'Europe trouve ça normal. Voilà. Vous savez, il y a toujours les grands principes européens, ils s'adaptent. Je prends un exemple. Quand, à un moment, justement, M. Orban a voulu faire un mur
pour protéger son pays suite à la vague migratoire post-crise syrienne, ça a été un scandale. Mais d'un coup, quand la Pologne veut faire la même chose pour se protéger des incursions qui viennent de Bélarus, alors là, c'est génial. Quand la Lituanie, d'un coup, veut faire la même chose, c'est génial. Ce qui est terrible dans ces institutions européennes, c'est qu'en réalité, les grands principes sont pour nos ennemis, enfin pour les ennemis de l'Union européenne ou ceux qui ne partagent pas l'idéologie européenne, et pour les autres, tout est possible. Enfin, pour ceux qui partagent l'idéologie européenne, tout est possible. C'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre en place n'importe quelle politique du moment qu'elle vient du centre-gauche ou du centre-droit. Absolument, absolument. Alors, pourquoi je dis c'est une arme atomique? Parce que désormais, on invoque l'état de droit pour tout. Aujourd'hui, la victime, la Pologne, maintenant, est rentrée dans le droit chemin européen, même si vous l'avez souligné, le président qui a été élu récemment n'est pas exactement de ce chemin-là. Aujourd'hui, les deux victimes, c'est la Hongrie et la Slovaquie. La Slovaquie, on en parle peu. Le dirigeant est M. Fico. Il a commis un certain nombre de péchés mortels pour l'Union européenne. Il était, par exemple, au défilé du 8 mai à Moscou pour la victoire. Et puis c'est un dirigeant qui fait ce qu'il fait, qui est absolument scandaleux, puisqu'il privilégie l'intérêt de son pays par rapport à l'intérêt de l'Union européenne. Et donc, la Slovaquie, comme la Hongrie, par exemple, continue d'acheter de l'énergie à leurs voisins, à la Russie, parce que c'est beaucoup moins cher que de l'acheter aux Américains ou à d'autres. Et donc, aujourd'hui, la cible, c'est désormais la Slovaquie, où c'est pareil, on bloque un certain nombre de subventions et tout simplement, ces pays-là attendent des fonds européens. Pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce que nous ne l'aurons pas. Si demain, un parti qui ne convient pas à Mme von der Leyen gagnait les élections en France, il se passerait exactement la même chose. Je vais vous donner 2 exemples. Est-ce que Marine Le Pen a dit qu'elle ferait un référendum immédiatement sur l'immigration ? Oui, mais l'immigration, c'est en partie une compétence de l'Union européenne. Et donc, l'état de droit tel qu'il est serait attaqué. Et donc, l'Union européenne se donnerait le droit, très probablement, de prendre des mesures de rétorsion. Je vous prends un autre exemple. Imaginons que nous trouvions que le Conseil constitutionnel a une composition qui est totalement politique. Totalement politique. Si nous voulions le changer, je suis quasiment sûr qu'on nous expliquerait, le matin c'est difficile, que nous attaquons l'état de droit. Un autre exemple... dans ce studio, la semaine dernière, on discutait de la vidéo qui avait dévoilé l'incorrect sur les manœuvres de certains journalistes. On a appris entre-temps cette semaine que le comité d'éthique de Radio France, où je rappelle quand même, il y a à la fois l'ancienne directrice du cabinet de Mme Taubira et un membre du cabinet de Jack Lang. Donc c'est un comité d'éthique neutre. Oui, neutre, et c'est-à-dire... vertueux, surtout. Surtout très vertueux Vraiment, pour les autres. Mais imaginons que, par exemple, on dise qu'il faut changer un comité d'éthique pour avoir des gens neutres. Eh bien, là aussi, on pourrait dire immédiatement au niveau de l'Union européenne qu'on attaque l'état de droit. Est-ce que cela va être difficile à surmonter ? Bien sûr, il faut s'y préparer, parce qu'on aura tous les croche-pieds, si nous gagnons, de l'Union européenne. Après, la différence entre la France, la Hongrie, la Slovaquie ou la Pologne, c'est que nous, on donne plus que ce qu'on reçoit. Voilà. Et donc, attendez-vous par avance à une épreuve de force, parce qu'il est évident que si moi, je vous donne de l'argent et que vous m'en rendez une partie et que vous ne me la rendiez plus, c'est très facile de la récupérer. Avec le Rassemblement national, la France, du coup, serait prête à rentrer au bras de fer avec les institutions européennes en général. Je ne vais pas vous dire qu'on sera prêt, je pense que c'est inévitable. C'est inévitable parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, au plus je découvre l'Union européenne, au plus ça m'effraie. Je pense que c'est une construction, je pèse mes mots, totalitaire, c'est-à-dire que petit à petit, elle se donne tous les pouvoirs, toutes les compétences, et que le but ultime de l'Union européenne, c'est de transformer tous les États en régions, avec une sorte de super gouvernement qui serait celui des commissaires. Donc, à mon avis, le jour où un gouvernement patriote, quel qu'il soit, prendra le pouvoir en France, on aura cette épreuve de force. C'est ce qui est arrivé, je répète, dans tous les pays où un gouvernement patriote a été... En Italie, pour l'instant, Giorgia Meloni est parvenue à des négociations et finalement obtenir à peu près ce qu'elle voulait d'Ursula von der Leyen. Enfin, il y a eu des tractations, il n'y a pas eu de bras de fer à proprement parler. Parce que Mme Meloni est très disciplinée sur beaucoup de sujets.
Sur l'immigration, c'est pas tellement ce qu'elle avait annoncé qui a été fait, soyons honnêtes. Deuxièmement, c'est une très bonne élève pour l'OTAN et le dossier ukrainien, qui est l'alpha et l'oméga en ce moment à Bruxelles. Et puis troisièmement, je me permets de vous rappeler que l'Italie est le plus grand bénéficiaire du plan Covid. Le fameux plan Covid, je rappelle quand même quelques chiffres, de mémoire 750 milliards de plans Covid, l'Italie à elle seule, a touché quasiment 200 milliards sur les 750. Si ma mémoire est bonne, 194. Voilà, la France 40. Voilà. Donc, c'est vrai que Madame Meloni, d'abord, manœuvre bien, il faut dire la vérité, il faut lui faire quand même un compliment. Et puis ensuite, a su adapter son programme à la réalité. Voilà. Est-ce que la France ferait de même ? J'espère que non, parce que je pense que la France, j'ai beaucoup de respect pour l'Italie. Je m'appelle Mariani, donc je ne vais pas vous dire tout sont mes origines, vous les devinez. Mais je pense que la France a une autre histoire, a d'autres moyens et a une politique, à mon avis, qui doit être beaucoup plus intelligente. L'Italie a toujours été le bon élève de l'OTAN. Voilà, je vous rappelle le nombre de bases américaines sur le sol italien. La France a toujours pensé à sa souveraineté, à son indépendance. Voilà, donc il faut se préparer à cette épreuve de force qui sera extrêmement violente dans les mots. Mais c'est ce que j'appelle l'arme atomique parce que désormais, en droit, dès qu'il y a un problème, l'état de droit. Et quand vous demandez quelle est la définition, c'est prévu dans l'article 2, etc. des traités. Dire, en même temps, mais il n'y a pas de définition précise. Oui, ce sont les valeurs européennes. Oui. Voilà. Alors, les valeurs européennes. Quelles sont les valeurs européennes ? Les valeurs européennes, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Vous interdisez, par exemple, une gay pride, c'est une atteinte aux valeurs européennes. Vous voulez changer un conseil constitutionnel, c'est une atteinte aux valeurs européennes. Je rappelle quand même que quand le PiS était attaqué sur le conseil constitutionnel polonais, c'était des juges à vie, un certain nombre datés de l'époque soviétique. Donc voilà, en France, au moins, ça dure que 9 ans. Voilà. Et donc, non, il n'y a pas de définition précise. Ce sont les valeurs de l'Union européenne, mais vous n'avez pas un catalogue qui vous dit c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est comme les valeurs républicaines. Pardon ? C'est comme les valeurs républicaines, c'est-à-dire que généralement, c'est une sorte de flou nébuleux dans lequel. Oui, bien sûr. Les valeurs républicaines, ça peut être n'importe quoi, sauf que en termes de droit, on ne peut pas vous supprimer des subventions, on ne peut pas vous supprimer je ne sais quoi, parce que vous ne respectez pas les valeurs républicaines. Or, aujourd'hui, l'Union européenne qui cherche à chaque fois à museler les États qui la contestent, plutôt les gouvernements de ces États qui la contestent, eh bien, se sert de cette expression que vous entendez désormais en permanence. C'est une atteinte à l'État de droit. Voilà. C'est quoi ? Eh bien, c'est vous n'êtes pas dans la ligne de ce que veut l'Union européenne. Voilà ce que c'est en réalité, l'État de droit. Et je le dis et je le répète, il faut s'y préparer. Et surtout, il faut essayer, en espérant qu'on sera de plus en plus nombreux dans l'Union européenne à le contester, il faut se préparer à remettre cet état de droit en cause. Au Parlement européen, il ne comptait pas. Au Parlement européen, le Rassemblement national et je mettrai aussi le groupe des souverainistes, où il y a la députée de M. Sarah Knafo, la députée de M. Zemmour. En réalité, on est pour le moment très largement majoritaire, même si le groupe des Patriotes, où il y a le Rassemblement national, est désormais le troisième groupe. Mais les autres groupes sont en permanence pour donner plus de pouvoir à l'Union européenne. On a eu cette semaine le fameux discours de l'Union de Mme von der Leyen. C'est toujours intéressant de regarder les amendements qui sont proposés. Vous avez un amendement qui, une fois de plus, est passé, très largement, qui consiste à dire qu'il faut mettre fin à la règle de l'unanimité pour certaines décisions au niveau européen. Voilà. Alors heureusement, ce n'est pas le Parlement européen qui peut changer l'organisation à lui tout seul de l'Union européenne. Mais il faut savoir que vous avez une idéologie qui recouvre 70% des députés, où il faut toujours plus de pouvoir à l'Europe, parce que l'Europe, c'est le bien, les nations, c'est le mal. Et donc, le danger, c'est l'extension sans fin de cet état de droit par une utilisation abusive, et d'autre part, le changement de règles de l'unanimité sur certains dossiers pour passer à la majorité. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises à cette antenne. Le meilleur exemple, c'est ce qui se passe avec le Mercosur. Puisque vous savez que le Mercosur, au départ, c'était ce qu'on appelait un traité politique. Il y avait une partie économique, avec notamment toute l'agriculture, et une partie politique, et donc il devait passer à l'unanimité. J'avais dit, comme d'autres, un an à l'avance, que ce
qui vont le diviser en deux pour pouvoir le passer à la majorité qualifiée. L'histoire était écrite, c'est ce qui s'est passé. Désormais, il y a un traité politique, un traité économique. Ça permet de faire passer le traité économique qui va lourdement toucher nos agriculteurs à la majorité qualifiée. Et Macron le savait depuis le début, il s'est moqué des agriculteurs. Thierry Mariani, j'aimerais vous donner quand même l'occasion de répondre aux auditeurs en direct qui, je pense, acquiescent votre constat sur l'Union européenne, mais qui du coup, eux, réclament le fameux Frexit. Bah oui, oui, je sais, chaque fois... Non, mais attendez, j'écoute pas mal de podcasts et tout. Je dis un podcast d'un ami qui disait dans son podcast, oui, il faut en sortir. Bon, ça nous coûtera au départ peut-être 30% du niveau de vie. Voilà. Moi, je dis à vos auditeurs, est-ce que vous êtes prêts à le payer combien ? Je sais que je vais me faire lyncher par une partie de vos auditeurs. Mais, au moins, vous êtes honnête. Le Frexit, c'est une jolie formule. Mais alors, on fait quoi là ? On part tout seul de l'Union européenne, pourquoi pas ? Sauf que les Britanniques avaient gardé leur monnaie. Sauf que les Britanniques ne sont peut-être pas avec 110 ou 120% de taux d'endettement. Imaginons là, hop, on quitte l'Union européenne, on reprend le franc. Par contre, la dette reste. En plus, pour la petite histoire, on reprendra automatiquement, comme les Britanniques, une partie de la dette européenne. C'est-à-dire qu'on en avait déjà beaucoup et on en aura encore plus. Ce sera plus 110 ou 115%. Ce sera 140 ou 150% cette fois. Et dans ce cas-là, c'est l'effondrement d'une partie des revenus des Français. Voilà. Et là, ce n'est pas 2 jours fériés. Ce n'est pas 1% ou 2%. Donc, je le répète, je pense que malheureusement, à l'heure actuelle, notre état économique ne nous le permet pas. Ou alors, tous ceux qui veulent... qu'on sorte de l'Union européenne, sont-ils prêts à abandonner 30 ou 30% environ de leurs revenus pendant un certain nombre de temps ? Malheureusement, je ne le pense pas. Voilà. Alors, quelle est la solution ? Vous allez me dire. La solution, il y en a 2. Enfin, il y en a une. Et puis après, je pense que dans 10 ans ou dans 15 ans, si je suis encore là, on verra si ma prophétie se réalise. Et je vais choquer peut-être un certain nombre d'auditeurs. La première, d'abord, c'est que les États patriotes se multiplient. Malheureusement, même si on monte, on gagne, on perd des élections. Là, vous avez vu, on a gagné un certain nombre d'élections dans des pays, mais on en a perdu en Pologne. Donc, en réalité, pour le moment, je crains que, soyons honnêtes, on soit toujours majoritaire. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne... Toujours minoritaire. Parce que l'Union européenne, je ne cesse là aussi de le répéter, il n'y a pas d'argent magique, c'est les États qui payent. Et en gros, sur 27 États, il y en a une dizaine qui payent et 17-18 qui touchent. Donc forcément, quand vous touchez de l'argent, plus que ce que vous en donnez, eh bien, vous aimez l'Union européenne. Donc je vois mal, par exemple, la Lituanie ou la Pologne ou la Bulgarie devenir anti-européens du jour au lendemain et décider de sortir parce que pour eux, c'est une très bonne chose. Georges Simeon en Roumanie ou alors Viktor Orban en Hongrie, qui sont bénéficiaires de l'Union européenne, ne cherchent pas à en sortir justement pour cette raison, alors qu'effectivement, pour le coup, ça réduit leur souveraineté, etc. Mais ils se disent que c'est un prix à payer parce que ça leur donne tellement de financement à côté que ça vaut le coup. Bien sûr, non, mais l'Union européenne, pour moi, fonctionne vis-à-vis de ces États comme un dealer. C'est-à-dire, y compris d'ailleurs les pays candidats. Je prends 2 exemples de pays candidats, l'Albanie, la Serbie, ou on pourrait en citer d'autres dans les Balkans. Eh bien, ça consiste à donner d'abord des milliards. Et puis, une fois que vous êtes accro et que votre budget il dépend de 10%, 15% de l'Union européenne, eh bien, vous obéissez à l'Union européenne. Voilà. Et donc, première solution, c'est essayer d'avoir de plus en plus de partis politiques et d'États qui suivent un peu notre idée. Deuxième, alors là, je vais certainement choquer vos auditeurs, mais vous connaissez mes choix. Je pense que le début de la disparition de l'Union européenne a commencé. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Aucune construction n'est éternelle. Aucune. L'Union soviétique était éternelle, ça a duré 70 ans. On ne va pas énumérer les empires français ou ailleurs en Europe ou dans le monde. Ils ont tous disparu à un moment. Donc, et seules les nations restent. Donc je pense que la France est éternelle, je pense que d'autres pays le sont, mais je pense que l'Union européenne, qui est une construction, ne l'est pas forcément. Comment elle peut exploser ? Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe à l'heure actuelle avec la crise ukrainienne. Et pour moi, la crise ukrainienne sera le tombeau de l'Union européenne. Tout le monde s'est dit, mais pourquoi l'Union européenne et Mme von der Leyen se sont couchés devant M. Trump pour les taxes ? Pourquoi on n'a rien dit ? 15% de droits de douane qui ont été validés presque directement par Ursula von der Leyen en négociant avec Donald Trump. Nous avons dit amen, et puis voilà. Et je suis prêt quasiment à vous prendre un pari là aussi, on verra.
c'est que la fameuse amende sur Google, on va trouver un moyen pour finalement la diminuer ou la supprimer. Faire une liste des paris. Oui, non, mais jusqu'à présent, je vous remarquais que je les ai à peu près gagnés. C'est vrai. Notamment celui sur le Mercosur, je l'avais dit, voilà. Parce que, et pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi je dis que la crise ukrainienne risque d'être notre tombeau? Tout le monde s'est dit, mais pourquoi on a cédé aussi vite? La réponse, vous l'avez eue à un congrès, je ne me souviens plus le nom de la ville, en Europe centrale, par le président de l'Union européenne, le portugais, M. Costa, à qui on posait la question en disant, mais pourquoi on a accepté tout ça? Et il répond très clairement, avec les problèmes qu'on a sur notre frontière orientale et avec le soutien que nous devons avoir des États-Unis, il est évident que c'est dur de refuser leur demande. Voilà, c'est-à-dire en clair, l'un des 3 grands personnages de l'Union européenne nous dit, voilà, comme on a besoin pour la guerre en Ukraine des États-Unis, en clair, on se couche et on dit amen à monsieur Trump. Voilà, et c'est ainsi sur toute une série de dossiers. Je vous rappelle, je crois que je l'ai dit la semaine dernière, que l'Union européenne a annoncé que dans le plan de 6 ans, 2032, au niveau de l'agriculture, les fonds pour la politique agricole commune allaient être baissés de 30%. Voilà, de 30%. Les agriculteurs manifestent en ce moment. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a plus d'argent pour financer autre chose que le soutien à l'Ukraine. Et en plus, on nous annonce dans les prévisions d'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne du tiers de la politique agricole commune qui sera consacré à ce pays. C'est pas encore, c'est loin d'être fait encore, Thierry Mariani. C'est fait à moitié. Je suis pas d'accord avec. Vous avez en droit, vous avez raison, c'est pas fait. Par contre, c'est fait de manière plus en plus sournoise. Nos agriculteurs, qui sont aussi un peu par moments bloqués par le politiquement correct, j'écoutais ce matin, vont manifester contre le Mercosur et contre la concurrence déloyale. Soyons sérieux, la concurrence déloyale aujourd'hui pour l'agriculture française, elle vient de 2 zones. L'Amérique latine, Mercosur, et aussi l'Ukraine. L'Ukraine a désormais toute une série d'accords économiques. Il y a aussi le Canada avec le TAFTA. Il y a aussi, oui, non, mais c'est pas du tout la même chose. L'Ukraine a une surface agricole plus importante, je vous rappelle, que la France. Le TAFTA, il y a des normes qui sont peut-être pas les mêmes et pas suffisantes, mais le Canada est un État, j'allais dire, où il y a quand même un certain nombre de contrôles. Voilà, aujourd'hui, l'agriculture, pour certains produits, on a toujours parlé, au départ, on a commencé à parler des poulets, mais les poulets, les œufs, les céréales, le sucre, les semences, c'est peut-être quelque chose d'extrêmement grave parce que la France était quasiment l'un des leaders mondiaux. Eh bien, l'Ukraine a obtenu d'abord l'ouverture du marché européen, et deuxièmement, la totale équivalence des contrôles. C'est-à-dire, on décide que si un certificat dit ce produit qui vient d'Ukraine respecte les normes phytosanitaires, on le prend pour argent comptant. Excusez-moi, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que les contrôles ne sont pas faits de la même manière. Ce n'est pas leur faute. Dans un pays en guerre, on a autre chose à faire. Voilà. Et donc, non, je pense qu'on en reparle, si vous voulez, dans 5 ans. On est en train de creuser notre tombeau parce qu'on va s'apercevoir petit à petit que l'Union européenne a de moins en moins de moyens financiers et que les États veulent de moins en moins payer. Voilà. Parce que la dizaine d'États qui payent en a assez. Et c'est pour ça que d'ailleurs la contribution de la France augmente de 6 milliards cette année à l'Union européenne. Voilà. Oui, c'est quasiment 20%. Et d'autre part, dans les années à venir, l'augmentation est prévue de manière encore plus importante. Mais c'est normal, parce que c'est une fuite en avant. Et puis moi, je dis souvent, le Parlement, quand je reçois des étudiants, je dis le Parlement européen, ce n'est pas vraiment un vrai Parlement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais peut-être vous choquer, mais prenez une mairie, un département, une région où le Parlement français, il vote son budget avec des dépenses, mais des recettes. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir le courage, quand on vote un budget, quel que soit son niveau, de dire où on prend l'argent et à qui on le prend. Le budget européen, c'est très facile. On vote les dépenses, on vote aussi les recettes, mais les recettes, après, on envoie la note aux États. Voilà. La France, je vous rappelle, c'est 18,5%, bientôt 19% des dépenses. Donc, prenez la France, 19%, prenez l'Allemagne, 22%, et bien déjà, vous avez plus de 40% des recettes de l'ensemble de l'Union européenne avec 2 États. Donc, vous comprenez forcément que les autres aient envie que ça continue. Thierry Mariani, le temps file. Normalement, vous commencez votre chronique dans quelques secondes, donc
On m'avait dit que vous vouliez le faire sur le nucléaire, mais on comprend que c'était finalement une expression pour parler de cet état de droit. Je vous propose du coup peut-être de nous faire un bilan peut-être de vos campagnes électorales du moment. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Vous avez la parole. Je ne veux pas ennuyer tous les électeurs, parce qu'en réalité, il y a à l'heure actuelle, vous le savez, 3 élections partielles qui vont avoir lieu. D'abord, pourquoi ? Je pense que ça n'ennuie pas les auditeurs. Je m'aperçois qu'en réalité, ça concerne une minorité de Français. 3 élections. Oui, mais on est diffusé à Paris. Donc Absolument, je le sais bien. Non, il y a 577 députés. 3 ont été annulés aux alentours du 10 juillet, puisque ces 3 députés avaient eu la présentation de comptes, je ne vais pas dire malhonnêtes, mais incorrectes. Voilà. Parce que désormais, la comptabilité de campagne électorale devient un cauchemar administratif et certains peuvent avoir des maladresses. Vous voyez, et donc, M. Lassuc, en l'occurrence, par exemple, député macroniste qui a été invalidé dans le centre de Paris, n'a pas fait de malhonnêteté, il a simplement fait n'importe quoi, par négligence, à mon avis. Et donc, vous avez 3 élections partielles qui vont avoir lieu à Montauban. Brigitte Barège qui a été annulée, et je le regrette bien sûr, puisque c'est une amie. Ancienne maire de Montauban. Ancienne maire de Montauban. Qui est députée de UDR, donc avec Éric Ciotti, et qui est une femme de valeur. J'ai siégé avec elle à une époque à l'Assemblée. Un député des Français de l'étranger, un macroniste pour les Français qui vivent en Espagne, Portugal, Andorre et Monaco. Et enfin, la 2e circonscription de Paris, comme chacun le sait, bien sûr, je dis ça avec le sourire, ça comprend tout le 5e arrondissement, et puis, on va dire, la partie du 6e et la partie du 7e, qui sont proches de la Seine, pour faire simple, puisque c'est pas... Et donc, voilà, l'état de fait. Deuxièmement, je le dis quand même au passage, c'est extraordinaire. D'habitude, quand on annule des élections, on refait les élections pour toutes les circonscriptions annulées à la même date. Mais pas cette fois. C'est très bizarre d'ailleurs. Pour l'élection en Espagne, on peut comprendre, parce que les Français de l'étranger, c'est une autre règle. Mais pourquoi Montauban, qui jusqu'à présent est plutôt un État qui se trouve dans l'Hexagone, pas dans les territoires d'outre-mer, enfin une ville, pardon, une circonscription, et pourquoi à Paris, c'est pas la même date ? Alors si vous regardez, à Paris, c'est le 21 et le 28 septembre, donc dimanche prochain et la semaine d'après. À Montauban, c'est en octobre, 15 jours après. J'ai cherché. Alors, je n'ai pas trouvé la réponse. Bon, il y en a qui m'ont soufflé une réponse, mais moi, j'ose pas la croire. Madame Rachida Dati, qui au départ devait être candidate, va se retrouver devant le tribunal le 29 septembre pour savoir exactement... Vous voulez dire le lendemain du second tour de votre élection ? Absolument. Pour savoir la date de son procès. Mais comme je suis quelqu'un qui ne pense pas que les politiques ont par moments des calculs scabreux, je me dis que c'est pas possible qu'on ait avancé les élections à Paris au 21 et 28 pour que ce qui va se passer le 29, ça gêne pas la candidate. Bon, de toute façon, tout ça n'a plus aucune importance puisque finalement, elle n'est plus candidate. Ouais. Mais il faut quand même... je signale qu'on devient de plus en plus une république bananière où on change les dates des élections et on les arrange en fonction des intérêts des courtisans ou des ministres de M. Macron. Alors, cette élection, elle ne va pas changer grand-chose à l'Assemblée nationale. Soyons honnêtes, c'est un député de plus ou de moins. Je me demandais même si elle allait avoir lieu et si on n'allait pas être, annulé avant même que l'élection ait lieu. Ce qui est intéressant, c'est la candidature de Michel Barnier. C'est la candidature de Michel Barnier... qui se présente. Et alors, hier, avec d'autres, on a cherché partout quel était le candidat de M. Macron. Puisque, en réalité, l'ancien député est du parti de M. Macron. Eh bien, dans les 15 candidats qu'il y a, il n'y a aucun candidat du parti de M. Macron. Donc, soyons très clairs. Ce qui, pour moi, est le plus parlant dans cette élection, c'est que M. Barnier, de fait, a le soutien de M. Macron et de ses équipes, puisqu'ils ont choisi de ne présenter personne face à lui. C'est pas vraiment surprenant. De M. Barnier est le même horizon, si je ne dis pas de... Alors, là, c'est la maire du 5e arrondissement, si ma mémoire est bonne, Florence Berthoud, qui est effectivement une suppléante d'horizon. Mais d'habitude, quand un parti a un siège, il ne garde pas que la suppléance, il garde le député, pour des raisons que vous devinez. Et donc, dans cette élection, j'allais dire, c'est le baiser de la mort, quoi. On comprend tout de suite que M. Barnier est adoubé
par le clan macroniste. Il a été Premier ministre de M. Macron. Hier, on a appris par Ouest France qu'il conseillait au nouveau Premier ministre de faire un accord avec le Parti socialiste. Ça illustre surtout la dérive des Républicains. La dérive des Républicains qui, maintenant, dans la partielle où ils présentent un candidat, puisqu'il est toujours officiellement républicain, il y a le soutien de Macron et en plus, le candidat conseille une alliance avec le Parti socialiste. Voilà, c'est là où je me dis que j'ai bien fait de quitter ce parti en 2019. Et ensuite, on a d'ailleurs la même chose au niveau de la gauche. C'est moins parlant, mais la candidate de la gauche, qui est une ancienne ministre de François Mitterrand, eh bien, comme par hasard, il n'y a pas de candidat d'LFI devant elle. Voilà. Ouais. Donc, tout ça montre qu'au-delà des grandes postures, eh bien, à gauche, on continue quand même sans aucun problème à travailler avec LFI et que chez les Républicains, aujourd'hui, ils font clairement partie, j'aime bien cette expression qu'ils ont créée pour la circonstance, du bloc commun, ce qui veut dire en clair de l'équipe qui soutient Macron. C'est pour ça que j'ai choisi, et j'en arrêterai là, dans cette campagne, pour en finir avec le macronisme, parce que, comme l'a dit hier Marine Le Pen et comme l'a dit aussi Jordan Bardella, je crois qu'il est temps soit de dissoudre, soit que le président parte. On ne peut plus continuer à avoir une France bloquée comme c'est le cas, parce qu'il y a une absence de majorité, il faut rendre la parole au peuple. Et alors, la semaine dernière, Thierry Mariani, nous recevions Hilaire Bouillet, qui lui, qui est le candidat Reconquête dans la même circonscription. Hilaire Bouillet, qui d'ailleurs a été soutenu hier sur LCI par Éric Zemmour, qui vous qualifiait par l'occasion. Très bien, si on peut l'écouter, c'est encore mieux. Le temps que... Alors, franco dépourvu, c'est de notre faute, chers auditeurs. Mais effectivement, donc... Oui. Et donc, effectivement, on peut peut-être écouter. Oui. Il y a une législative partielle dimanche prochain. Nous avons un jeune homme, fringant, décidé, déterminé, Hilaire Bouillet, qui se présente contre les vieux crocodiles Barnier et Mariani pour le RN, 100 ans de vie politique à eux deux. On ne va pas faire toute la campagne maintenant. Je leur dis, dimanche prochain, votez Bouillet. Donc, alors, voilà. Thierry Mariani n'a pas entendu parce qu'il n'avait pas son casque, mais donc Éric Zemmour disait que son jeune candidat fringant, Hilaire Bouillet, allait s'opposer à deux vieux crocodiles de la politique. Alors moi, vous avez des dents, Thierry Mariani. Donc Barnier et Mariani, et je pense que vous pouvez y répondre. On note quand même ce jeunisme qui est, on en discutait récemment, ce jeunisme qui est quand même assez important dans la... D'abord, une première remarque. Moi, mon adversaire, c'est le représentant de M. Macron. Point final. Je ne considère pas Reconquête comme des adversaires, mais comme des concurrents. Point. Donc, je n'ai pas envie de trop épiloguer. Après, j'aime bien Éric Zemmour. Donc, je lui rappellerai en toute sympathie que je suis effectivement un vieux crocodile par rapport à lui, qui est un jeune crocodile, puisque nous sommes tous les deux nés en 1958, tous les deux nés au mois d'août, mais vis-à-vis d'Éric, je dois rappeler qu'il est né le 31 et moi le 8 août, donc si je sais à peu près compter, j'ai 23 jours de vieillesse supplémentaire par Éric Zemmour. Donc voilà, après les crocodiles, en politique, c'est ceux qui ont mangé les autres, par moment. Alors, j'espère que tous les jeunes espoirs auront, je ne vais pas dire la même carrière, mais les mêmes chances que celles que j'ai eues. Voilà, oui, je suis en politique depuis longtemps. J'ai été, quand j'avais 18 ans, je suis rentré à l'UDR. Vous voyez l'UDR, mais ce n'est pas celle l'UDR d'Éric Ciotti, c'était l'UDR qui avait pris la suite du parti du général de Gaulle. Et je suis resté à l'UDR un mois, puisqu'après ça a changé de nom, ça s'est appelé RPR en décembre 1976. Et donc, j'ai fait un certain nombre d'élections. Je ne vais pas rappeler le nombre parce que ça en choquerait peut-être certains. Mais par exemple, dans mes fiertés, j'ai été élu 4 fois député, 3 fois maire, 3 fois conseiller général dans le Vaucluse et jamais battu. Jamais battu. Si j'étais un crocodile qui restait toujours dans le même marigot, je serais resté dans le Vaucluse, mais il y a un moment où quand on a fait le tour, il faut savoir aller partir un peu à l'aventure et je suis allé me présenter aux Français de l'étranger. Et puis aujourd'hui, on sait tous très bien, que ce soit pour Reconquête ou pour le Rassemblement national, malheureusement pour nous deux, que cette élection dans la 2e circonscription est une élection où nos 2 candidatures sont des candidatures de témoignage, on va dire. Il y a de fortes chances que dimanche prochain, nous ne soyons plus là, ni l'un ni l'autre, parce que c'est pas le quartier. Vous serez toujours à notre antenne. Oui, je serai toujours à votre antenne, mais
C'est une élection extrêmement difficile. Donc, s'il y avait un seul message à donner aux électeurs qui vous entendent ou ceux qui ont des amis dans ces 3 arrondissements, c'est d'aller voter parce que le clan national dans ces 3 arrondissements est peu représenté, fait pas des scores mirobolants. Et dans une élection partielle à Paris, en général, un électeur sur 3 simplement se déplace. Un électeur sur 3. Donc, je dis aux Parisiens, allez voter parce que au moment où on dit qu'il faut absolument que la France retourne aux urnes, vous avez l'occasion de censurer le candidat macroniste, M. Barnier, qui est par ailleurs un homme respectable. Je ne sais pas s'il est un vieux crocodile, un très vieux, ou etc., mais qui a une carrière respectable. Mais tout simplement, à mesure qu'on a vieilli tous les deux, on n'a pas pris la même direction. Voilà. Je constate que M. Barnier est de plus en plus européiste et de plus en plus macroniste. Moi, je n'ai pas dû avoir les bons chromosomes, c'est plutôt l'inverse. Hier aussi, Thierry Mariani avait lieu la rentrée du Rassemblement national. Franck, je ne sais pas si c'est possible, mais on avait Julie Rochagneux qui était à notre micro justement et qui parlait d'une question qui était celle du Front républicain. Peut-être qu'on va pouvoir l'écouter. Évidemment, dans certaines villes, ils vont tout tenter pour qu'on ne remporte pas les villes, pour garder la gamelle, comme on dit, parce qu'ils ont très très peur et ils savent que l'implantation locale, c'est une étape essentielle pour gagner la prochaine élection présidentielle. Et évidemment, nous allons montrer aux Français, mais les Français le savent, que le Front républicain ne sert à rien et a mené au niveau des élections législatives à l'instabilité que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, nous allons leur prouver que ce Front républicain n'est pas essentiel et que nous sommes un parti tout à fait républicain et que nous pourrons intégrer les conseils municipaux et faire du bon travail, que ce soit dans l'exécutif ou dans l'opposition. Alors, que ce soit pour la question de la dissolution que vous appelez de vos voeux ou alors pour la question des municipales, reste la question du Front républicain qui pourrait se mettre en place. Est-ce que selon vous, vous allez subir la même chose qu'il y a 1 an et 2 mois maintenant, c'est-à-dire une alliance qui irait de la gauche de Jean-Luc Mélenchon jusqu'au centre droit? Ce sera aux électeurs de décider, mais je ne pense pas que ce sera la même chose. Pourquoi ? D'abord parce que mois après mois, le Rassemblement national montre qu'il est un parti tout à fait républicain, que cette histoire de Front républicain, en réalité, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de cartel de sortants qui veulent surtout s'entendre pour s'accrocher au poste. Et donc, ça marche de moins en moins. Deuxièmement, je ne vois pas comment aujourd'hui, par exemple, les Républicains, le parti de M. Barnier ou de M. Wauquiez, pourraient retirer ses candidats comme il l'a fait ou bénéficier du soutien comme cela s'est produit pour certains candidats, par exemple du parti de M. Mélenchon. Voilà. Si c'est ça, les électeurs qui en plus découvrent la vraie face du parti de M. Mélenchon ne pourrait pas l'accepter. Donc je pense que le Front républicain ne peut plus marcher. Voilà. Ensuite, c'est pour ça que je pense qu'on a une petite chance d'avoir la majorité absolue. Je vais vous dire, la position du Rassemblement national, vous le savez, c'est de soutenir l'instauration de la proportionnelle. De quelle forme départementale, oui. Etc. C'est plutôt une proportionnelle départementale. La proportionnelle est sans aucune contestation possible le mode de scrutin le plus juste. Mais c'est le plus représentatif. Comment ? C'est le plus représentatif. C'est le plus représentatif. S'il n'y a pas de prime, oui. S'il n'y a pas de prime à la majorité, c'est le plus représentatif. Absolument, c'est le plus représentatif. Après, la question, c'est est-ce qu'un gouvernement, une élection, doit dégager une majorité ou est-ce qu'il doit être représentatif ? Ça, c'est le devoir de première année de droit constit qu'on a tous plus ou moins fait quand on a fait du droit. Moi, j'ai grandi dans un parti qui était plutôt attaché au scrutin majoritaire. Pourquoi ? Parce que le scrutin majoritaire permet de dégager une majorité, de députés, même si on n'a pas 50% des voix. Et c'est exactement ce qui peut se passer en cas de dissolution pour le Rassemblement national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas jouer les Madame Soleil. Combien ferait le Rassemblement national ? J'en sais rien. Mais tous les sondages le mettent très largement en tête, avec plus de 30% des voix. Or, en cas de triangulaire, il est évident qu'on aurait gagné beaucoup plus de sièges. Et s'il y a des triangulaires, on gagnera beaucoup plus de sièges. J'ai été député, alors ça c'est le vieux crocodile, j'ai été député la première fois en 1993, où il y avait de mémoire 480 députés pour la majorité sur 577. Ça ne veut pas dire qu'on avait fait 80% des voix. Ça veut dire que l'émiettement à l'époque de la gauche, etc., a fait que, finalement, la majorité s'est dégagée. Donc, oui, il faut une dissolution. Oui, mais alors sur ce Front républicain, vous pensez que demain, un macroniste, s'il voit entre le Rassemblement national et Jean-Luc Mélenchon, ou alors entre le Rassemblement national et les communistes, vous pensez que finalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas soutenir la gauche cette fois-ci ? Vous pensez qu'il n'y aura pas de consigne, c'est ça votre hypothèse ?
Je pense que les accords d'appareil seront quasiment impossibles. Après, chacun fera selon sa conscience. Il y en a qui, dès qu'ils voient Rassemblement national, ont une poussée d'urticaire. Et puis il y a d'autres qui se disent que peut-être Marine Le Pen, c'est pas comme son père, et que ce parti a changé. Et puis surtout, ce parti a prouvé dans les mairies qu'il contrôle, a prouvé par l'attitude de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen, que c'est un parti tout à fait respectable. Et qu'est-ce qui a changé depuis 1 an et 3 mois? Si ce n'est, malheureusement, j'ai envie de dire, quelque part pour vous, la condamnation de Marine Le Pen, qu'est-ce qui a changé à part ça depuis 1 an et 3 mois? Qu'est-ce qui a changé? D'abord, la condamnation de Marine Le Pen. Je pense que beaucoup de Français ont compris que l'application immédiate de cette condamnation est totalement disproportionnée. Totalement disproportionnée. Il n'y a qu'à voir les réactions de nombreux juristes qui étaient d'ailleurs pas du tout des supporters de Marine Le Pen. Ils l'ont dit. C'est une décision politique. Je répète, les juges ont pris une décision politique. L'application immédiate en droit, vous le savez, se justifie dans 3 cas. Si la personne peut s'échapper de France pour se réfugier à l'étranger, Marine Le Pen ne va pas se réfugier au Guatemala demain. Si elle peut récidiver, elle n'est plus députée européenne, donc je ne vois pas comment elle pourrait récidiver. Et troisièmement, si elle représente un danger pour la société, elle n'a pas tué 3 personnes, donc elle ne risque pas d'en tuer un 4e. Donc ça ne se justifiait pas. Et par contre, ce qui a changé aussi, c'est que le Rassemblement national, que ce soit au Parlement européen ou bien plus au Parlement français, prouve quotidiennement que c'est un parti qui est responsable, qui fait des propositions concrètes, qui arrive maintenant même à avoir des documents, des rapports adoptés par nos adversaires. Exemple, le rapport sur la réindustrialisation de notre collègue Loubet, qui est un rapport exemplaire et qui a été adopté par la majorité des députés. Et d'autre part, ce qui est évident aujourd'hui, c'est que LFI est un parti qui a un comportement, je cherche le mot, mais enfin qui est inadmissible, je ne vais pas en dire plus, qui est inadmissible, qui cautionne un certain nombre de choses qu'on ne peut pas partager, notamment la violence dans certaines manifestations. Et donc, dans l'arc républicain, oui, le Rassemblement national fait partie de l'arc républicain. LFI, à mon avis, est en train d'en sortir, si ce n'est déjà fait. Le temps file, Thierry Mariani. Dernier sujet, notre nouveau Premier ministre, Monsieur Le Cornu, que vous connaissez, puisque vous étiez dans le même parti fut un temps. On était dans le même parti, on a quelques années de différence, donc je ne l'ai pas côtoyé. Non, tout le monde le dit et le répète, c'est quelqu'un de talent, mais c'est un pur macroniste. Voilà. Ça a été dit et répété, c'est le seul survivant des ministres depuis 2017, ce qui prouve quand même qu'il a une certaine souplesse. Je ne sais si c'est sa force de conviction ou ses qualités de courtisan, mais voilà, ce qui est hallucinant, c'est que Macron a perdu la dissolution. C'est une évidence. Or, oui, il refuse le verdict des urnes, puisque élection après choix de Premier ministre après choix de Premier ministre, il nous choisit toujours des gens de son équipe. C'est ce que ne veulent plus les Français. Et c'est pour cela qu'on dit qu'aujourd'hui, quelles que soient les qualités de monsieur Premier ministre, il est temps de retourner devant les urnes. C'est quelqu'un qui est habile. Regardez, par exemple, hier, je suis interrogé, on me dit regardez, mais c'est très bien, il a supprimé les avantages des anciens ministres. Alors d'abord, je le dis quand même à tous vos auditeurs, il y a beaucoup de légendes sur les avantages des anciens ministres. Je ne parle pas des premiers ministres ou des ministres qui sont en position, j'allais dire, par moment, qui peuvent être menacés. Je vais vous prendre mon exemple, si vous voulez. Je suis ancien ministre des Transports. Pendant 2 ans, il n'y a aucun avantage. Voilà, il y a même la retraite de ministre, parce que tout le monde me dit combien vous touchez de retraite de ministre. Ça n'existe plus depuis très longtemps. Quand vous êtes ministre, bien tout simplement, l'État cotise à votre caisse de retraite habituelle. C'est-à-dire que les 2 ans où j'ai été ministre, on a cotisé à ma caisse de retraite parlementaire, point final. C'est comme si j'avais été 2 ans député de plus. Par contre, il y a quand même un budget en matière de train de vie des élus dont personne ne veut parler. D'ailleurs, même un peu, j'ai remarqué au Rassemblement national, c'est le train de vie de M. Macron. Son budget, le budget de l'Élysée a explosé, puisque, je veux dire, aujourd'hui, c'est devenu un globe-trotter qui prend l'avion quasiment tous les jours. Il y a un impact carbone qui est désastreux. Il y a un impact carbone qui est désastreux. Sa femme s'invente décoratrice d'intérieur, on n'en parle pas assez. Oui, mais le budget, si vous voulez, allez, on va économiser 10-15 gardes du corps sur les anciens premiers ministres qui ont, je sais pas, M. Balladur, par exemple. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais c'est sûr que je ne pense pas qu'il soit une personne menacée aujourd'hui. Donc, on puisse restreindre ses avantages d'anciens premiers ministres, ok, ça pose aucun problème.
problème. Mais soyons honnêtes, par rapport aux dizaines de millions que coûte le budget les déplacements de M. Macron, le budget des repas de conseil. Mais là, on reste dans du symbolique dans tous les cas. Oui, bien sûr. Mais j'ai trouvé que comme première mesure annoncée, d'abord la suppression de la perte des 2 jours fériés. Ok, il est intelligent, mais après, hier, on nous a dit « Ah oui, mais on supprime les avantages aux anciens ministres. » Il n'y a pas que ça, il a aussi affirmé vouloir justement mettre une commission menée par des hauts fonctionnaires à la retraite pour supprimer ce qu'on appelle des comités Théodule. Donc en fait, ces comités, c'est très bien, mais à quoi ils servent. On sait très bien, mais on sait très bien aussi que ça finira jamais. Je veux dire, ça finira pas dans les temps. Soyons clairs, les jours de ce gouvernement sont comptés, quoi qu'il arrive. Et donc, en réalité, on peut créer une commission pour réfléchir à je ne sais quoi. Il y a 99 chances sur 100 que cette commission n'ait jamais le temps de remettre son rapport, parce que ça ira pas jusqu'au bout. On sait que Sébastien Lecornu, son objectif, c'est quand même de parvenir à un accord avec le RN. Un accord sur le budget quelque part, parce qu'en fait on voit bien qu'il joue à droite et pas à gauche, parvenir à un accord sur le budget avec le RN pour justement garder sa place. Est-ce que c'est possible d'avoir un accord avec le RN sur le budget ? S'il respecte les demandes de Marine Le Pen, oui. Par exemple, aujourd'hui, c'est très simple. On est l'un des États qui est on est l'État de l'OCDE qui est le plus fiscalisé, avec les impôts le plus élevés. Et on est aussi l'un des États où la dépense publique est la plus élevée. Le problème aujourd'hui, c'est pas d'augmenter les impôts, c'est de réduire la dépense. Voilà, c'est de réduire la dépense du train de vie de l'État. C'est de réduire les agences, par exemple. Cette commission va dans le bon sens, mais sauf que cette commission, elle remettra son bilan dans quoi ? Dans 5 mois, dans 10 mois. La question sur M. Lecornu, c'est est-ce qu'il passera l'hiver ? Voilà, est-ce qu'il arrivera à voter un budget ? Et donc, on a un certain nombre de manœuvres dilatoires. C'est comme quand M. Bayrou avait dit « Ah, je vais faire un conclave ». Je crois que c'était ça le mot. Un conclave, ouais. Un conclave, voilà. L'originalité, c'était dans le vocabulaire. Je vais faire un conclave pour discuter de l'évolution des retraites. Le conclave, il a duré il a duré quelques mois. Ça a permis aux socialistes de dire, on le soutient parce qu'on a obtenu un conclave. À la sortie, il n'y a rien eu. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où la seule question qui compte, c'est est-ce qu'il y aura un budget qui sera voté avant Noël ? C'est quoi les lignes rouges, les points essentiels il ne reste plus beaucoup de temps, mais en 2 minutes, quels sont les points essentiels du Rassemblement national ? S'il y a 3-5 points, peut-être 3-5 points, c'est d'abord s'attaquer au coût de l'immigration, c'est s'attaquer au coût du millefeuille de l'État avec toutes ses agences. Nous, on dit par exemple très clairement que mairie, communauté de communes, communauté d'agglomération, département, région, tout ça, ça a un coût. Il faut simplifier l'État. Et puis, c'est ne pas toucher un certain nombre de droits sociaux. Par exemple, quand on propose dans le même temps de réduire les remboursements pour certaines maladies ou et que dans le même temps, on ne touche absolument pas à l'AME, l'aide médicale d'État, il y a un problème quand même. Voilà, c'est plus logique que les Français soient un peu mieux traités qu'un étranger sans papier. Et alors, c'est là où on voit l'hypocrisie de ce gouvernement. On nous avait annoncé dans l'AME, on a supprimé la balnéothérapie. Voilà, ça a permis pour certains Français d'apprendre que désormais, les cures thermales étaient remboursées pour les sans-papiers. Je vous rappelle qu'il y a 15 ans, on remboursait même la procréation artificielle. C'est-à-dire qu'un sans-papier qui avait des problèmes ou une sans-papier de fécondité, on lui remboursait. Heureusement, tout ça a été supprimé à une époque. Mais... et puis, M. Bayrou avait annoncé ça. Et puis, vous avez vu que discrètement, le décret ou l'arrêté a été annulé. Ça représentait 600 000 euros sur les 1,3 Oui, c'est pas grand-chose à chaque fois. Mais quand vous demandez à un Français de payer un peu plus sa boîte de médicaments, il faut demander au minimum... Nous, on souhaite que ce soit supprimé et remplacé par une autre allocation bien plus juste. Au minimum, que quelqu'un qui est sans papier, sans titre de séjour dans notre pays, soit aussi mis, j'allais dire, à contribution. Voilà, il y en a assez de demander toujours la même chose aux mêmes. Puis la symbolique, mine de rien, ça compte. Et en tout cas, ça compte pour les Français. Thierry Mariani, merci d'avoir été avec nous. On était ravis d'avoir une discussion un petit peu plus développée que d'habitude. On vous retrouve quand même lundi prochain pour votre chronique. On aura donc de premiers résultats de ces législatives partielles. On vous souhaite quand même un score honorable et donc bonne dernière semaine avant ces élections. Merci beaucoup.